J'aimerais toujours le temps des souvenirs. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. La 25e d'Aracaille, oui, c'est aujourd'hui. On a un quart de siècle. Et avec à la régie notre camarade clandestin confirmé. Igor, salut tout le monde. Et puis à ma gauche, Jean, salut. Jean dit aussi Raymond La Science, avec devant le micro qui vous cause dans le poste, Roro, qui va essayer de faire le lien entre ma gauche et mon centre pendant 1h30 d'émission. Vous êtes bien sur Radio Libertaire et je passe tout de suite la parole le crachoir selon à mon camarade Raymond La Science qui va vous faire sa petite revue de presse, 1 minute d'un quart d'heure. Ouais, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui encore, youpi, comme dirait Robert, nous n'avons pas d'invité. On va arranger tout ça dès la rentrée. Alors, un petit devoir de vacances avec un peu d'avance, tiens. Potos, alors c'est rentré ou pas? C'est une expression américaine. Igor, Potos. Je sais pas. Igor, encore une fois, Pocahontas, comme elle est. Ah, ils sont infernaux, hein. Bon, et ils ne le font même pas exprès. Non, même pas. Bon, donc c'est pas rentré. Bon, l'Optos, lui, ou l'Obtus, hein, en français, est toujours... nous le sommes d'ailleurs. Il est toujours autant obsédé par l'Amérique et par Obama. Au point qu'hier à Versailles, je ne sais pas si vous avez suivi, hier à Versailles, il nous a fait un discours sur l'état de l'oignon. Il y a toujours un bémol avec lui, c'est un peu le problème. Ouais, il y a toujours un moment où ça coince. Alors, le discours de Sarkozy au Congrès. Au Congrès, oui, au Congrès. On évitera de dire combien cette fantaisie a coûté. Non, si je peux, moi, entre 500 000 et 1 million d'euros. Bon, en plus, il nous lance un emprunt, hein, vous avez vu. Bon, on a les souverains qu'on peut. Hein. Le dernier en date brille beaucoup, pétarade énormément, comme dirait Robert. Avance peu et lentement. Ça vous fait penser à quelque chose? Une tortue, un escargot. Un Solex. Un Solex, un Solex. Oui. Après le roi Soleil, le roi Solex. Le roi Solex. Ouais. Mais j'ai trouvé mieux, hein. Oui. J'ai trouvé encore mieux que le roi Solex. Oui. Le Soi Rolex. Soit évidemment écrit SOI. Là, je sens que je vais faire plaisir à ma sœur Françoise. Bonjour Françoise. Salut Françoise. C'est comme tu nous analyses. Non, il y a trop de travail. Elle a déjà fait, à mon avis. Alors, à propos justement de surnom d'oiseau, celui-là, j'avoue que j'en suis pas mécontent, hein. Le Soi Rolex, c'est un de mes meilleurs. Les surnoms d'oiseaux, j'ai fait référence, la dernière ou l'avant-dernière émission, au vent produit par Nicolas Sarkozy. Et il y a un copain qui m'envoie une proposition de surnom que je trouve pas mal, hein. Le ventilateur suprême. C'est mignon. Oh. C'est pas mal. En tout cas, pour l'instant, c'est lui qui tient la corde, hein, pour la bouteille de Janière. Hein? Voilà, mais tu vois, je remets un peu la sauce de temps en temps. Hein. Le blog de l'émission, hein, sur lequel vous pouvez déposer vos créations. Ouais, voilà. Ça serait mieux si c'était un d'entre nous qui pouvait tenir la corde, parce que comme ça, on pourrait se partager la bouteille. Non, mais nous, de toute façon, on en a quelques. Il en reste quelques bouteilles pour nous. Nous ne concourrons pas. Hein. Ah merde. Eh oui. Voilà, donc le ventilateur suprême. Hein. Mais c'est pas, je veux pas le vexer, mais on peut encore mieux faire, hein, à mon avis. Alors, Robert Badinter trouve Nicolas Sarkozy d'un narcissisme inouï. Alors là, je suis désolé, mais je suis pas du tout d'accord avec ce Robert-là. Le narcissisme, hein, enfin, en tout cas pour moi, c'est un comportement pervers qui se manifeste par un amour de soi forcément démesuré, où l'auto-érotisme du nourrisson perdure chez le sujet adulte. C'est en quelque sorte, si on peut appeler ça comme ça, une absence totale de maturité psychique. Alors franchement, je vois pas du tout le rapport avec Nicolas Sarkozy. Excuse-moi Robert Badinter, mais... Non, mais à force de... C'est censé faire rire. À force de jouer les idiots... Bon. Alors, les aventures de la momie Mitterrand, suite. Oui. Et ça continue, ouais. C'est le retour de la momie,
pas un jour sans que les UMPistes, je parle des forums internet, hein, pas un jour sans que les UMPistes distingués n'utilisent les turpitudes passées du roi fainéant pour couvrir celles du néant ferrois. Bon, ça, j'aime beaucoup. Alors, je m'adresse à eux encore une fois. Vous qui ne cessez d'exhumer le brave Maccabée du trou de Jarnac, d'où il n'aurait jamais dû sortir, surtout que ça commence un peu à schmouter, hein, dans les allées du pouvoir, savez-vous la différence qu'il y a entre un dollar et un zloty? Ah non. Non? Non. Est-ce qu'il y a une différence? Oui. $1. Zloty, c'est polonais, là, je précise. La différence entre un dollar et un zloty, c'est $1. Ah, bon. D'accord. C'est quoi? C'est $1. $1. Entre $1 et un zloty, il y a une différence de $1. Ah, il faut vraiment que je l'explique ou... Ah oui, bon. Non, mais Alors, explique. Et savez-vous la différence qu'il y a entre Mitterrand et Sarkozy? Mitterrand. La Mitterrand, taille. bravo. Il y a Mitterrand, désolé. Hein. Oui, parce que pour la taille, ils étaient à peu près de la même hauteur. Oui, bah il y a à peu près que ça. Hein. Oui, il y a à peu près bon, que ça. Dieu sait que j'aimais pas beaucoup Mitterrand. Cette espèce de grand bourgeois charentais, arrogant, méprisant. Mais enfin, c'était quand même autre chose, quoi. Hein. Oui, il avait au moins l'érudition en plus. Voilà, ça c'était un petit clin d'œil à mon beau-frère Alain, qui m'a rappelé cette vanne de manière bienvenue. Les journalistes de France Inter se méfient de Philippe Val. Non. On se demande bien pourquoi. Oui. Son premier truc, ça a d'ailleurs été d'en virer un. Hein. Et qui? Ah, un chroniqueur du matin, je crois, alors moi je connais pas bien parce que j'écoute pas la radio en fait. Non. J'ai oublié son nom. Non, c'est pas. Enfin, c'est le premier truc qu'il a fait en arrivant. En virant, mec. C'est de virer un des chroniqueurs. Ouais. D'accord. Donc ça la fout mal quand même. Mais pour autant, je trouve pas que les journalistes devraient se méfier autant les journalistes de France Inter devraient autant se méfier de Philippe Val. Chez lui, c'est le fond qui manque le moins. Ah mais il y a les mecs de là-bas si j'y suis qui ont fait un petit commentaire sur leur espèce de site là en souhaitant la bienvenue à Val qui est assez gratifié. Ah bon, ouais, j'ai pas entendu. En tout cas voilà, ça c'était un petit clin d'œil à ceux qui connaissent la carrière de Philippe Val. Les Français jugent que la burqa le port de la burqa fait ressembler les femmes à Belphégor. Ah. C'est pas inintéressant hein, pour ceux qui connaissent. Belphégor, notre Juliette Gréco nationale. Oui, qui a 82 ballets et qui va se produire bientôt. Mais en même temps, je sais pas, hein, sérieusement, quand un barbu inculte oblige son épouse à porter la burqa, vous croyez vraiment que c'est pour qu'elle l'ouvre? Ah oui, celle-là, bon, l'ouvre évidemment un L majuscule O-U-V-R-E. Hein. Voilà, la région PACA. La région là, on est un peu largué, Igor. Hein. Bah, j'avoue que je comprends rien. Bon. Mais c'est pas grave, c'est mais pas je t'expliquerai après, c'est pas grave. Mais de la burqa. C'est pas grave. Voilà, Belphégor, c'était on a parlé chez toi. Belphégor, c'était un espèce de fantôme, c'était un feuilleton en fait de la télévision. Moi j'ai cru que c'est la région de France. Au début de la télévision, c'était en noir et blanc et c'était un espèce de fantôme qui errait dans les allées du Louvre le soir venu. Voilà. Ah, d'accord. Et effectivement, le masque qu'elle portait sur la tête comme ça avec des voiles et tout, là, ça apparente assez. Et c'était Juliette Gréco qui était l'actrice. Au hijab ou à la burqa. Oui, et c'était Juliette Gréco. Et maintenant, elle est tout à fait le fantôme du Louvre. Voilà, donc un culte, oui, elle est vraie, un culte Louvre pour pas qu'elle l'ouvre. Enfin, ouais, c'est vachement travaillé. Hein. Oui. Bon, manifestement, ça l'était un peu trop. La région PACA, que notre ami Robert connaît bien, se cherche un nouveau nom. Tout ce que je vous raconte, évidemment, c'est sérieux. Hein. La région caca. Voilà. Et là, il y a un ami de l'émission qui a une idée pas mal. Hein. En hommage à la faconde des habitants de cette belle région, il nous propose de l'appeler la Tchatchénie. Voilà. C'est mignon. Ça va plaire à Godin. Est-ce qu'il y a du pétrole à PACA? Non, il y a du pastis. Il y a du pastis, et c'est déjà pas mal. Parce que si vous allez appeler ça comme ça, bientôt il y aura une guerre. Hein. Et la tchatch, tu sais ce que c'est hein? Ouais, bon, d'accord. Donc voilà, c'est adopté et l'émission Arakaï va soutenir ce progrès. C'est pas Tchatchénie de Tchétchénie. Ah non. C'est pour ça que je pose la question. Non, il y en a qui vont forcément y voir une allusion au fait que il y a une certaine quantité
de musulmans dans la région PACA, mais c'est pas du tout le genre de la maison ici. Hein. Non. Voilà. Donc c'était Surtout uniquement... que c'est rééquilibré par un certain nombre de FAF aussi. Oui, ça vous ai pensé tout de suite. C'était donc uniquement en référence à la faconde des habitants de la région PACA. Nicolas Sarkozy a été hué, ça date déjà d'il y a une semaine, hein, ou un peu plus. Ah ouais? Nicolas Sarkozy a été hué, on en est malade pour lui, hein, aux funérailles d'Omar Bongo. Alors que Chirac a été applaudi, c'est pas bon, enfin. Et il y en a que ça étonne. Oh, il y a toujours des ravis. Hein. Bon, vous voulez pas que ça se reproduise? Si, on veut. Si. Bah, écoutez, c'est pas compliqué, hein. Que les industriels et les politiques français cessent de se dire Gabon Banania. Wow. Et ça s'améliorera peut-être. Allez, c'est tout pour aujourd'hui et à la semaine prochaine. Eh ben, merci Raymond. Avec Igor, notre clandestin préféré. On est toujours dubitatif. Parce que nous, on subit l'immense culture de Raymond. Ouais. Plus qu'on puisse la goûter. C'est heureusement qu'on peut télécharger l'émission, parce que moi, ensuite, je l'écoute 10 fois pour apprendre tout par cœur. Ensuite, je cherche sur Internet dans le dictionnaire pour comprendre de quoi il parle. Oui. T'es pas obligé de tout retenir, hein, Igor. Le soir Rolex. Tu prends le soir Rolex. Ça, j'ai compris. Tu prends Gabon Banania, et rien qu'avec ça, tu peux espérer un certain succès dans les soirées en ville. Et pas qu'un. Et la Tchatchénie, ouais, ça aussi, ça pourrait peut-être marcher un peu. Bien, voilà. Merci beaucoup Raymond. À la semaine prochaine. Et après les vacances. Après la musique, c'est Jean qui revient. Après la musique, c'est Jean Raymond qui revient. Raymond s'efface, oui. Raymond Donc vous êtes bien sur Radio Libertaire, qui est toujours une radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. On espère que ça continuera encore longtemps. Cette émission est consacrée normalement, quand il y a des invités en tout cas, à l'artiste dans la société, l'artiste en dehors de celle-ci, l'artiste et l'engagement politique. Pour ça, il faut suivre attentivement la revue de presse de Raymond. L'artiste et la religion, là aussi, de temps en temps, il a des espèces de crises de boutons. L'artiste et la société, l'artiste et la science, l'artiste et l'autorité. Là, nous avons eu le 21 juin une petite manif à la Fontaine des Innocents pour protester contre l'état sécuritaire de plus en plus prégnant. Où on ne sait pas si beaucoup d'artistes participaient à la manif, mais en tout cas beaucoup de flics, même un hélicoptère, 65 véhicules de police, plus un nombre invraisemblable de matraqueurs professionnels pour 700 clampins qui manifestaient dans la plus grande tranquillité. Voilà, alors il y a eu évidemment quelques interpellations à la fin de la manif, mais ça on commence à être habitué. L'histoire donc des arts, et ça Jean nous raconte quelques histoires qui ont trait au cours de cette émission. L'avenir de l'art ou des artistes, je ne sais pas si on peut lier les deux choses, et l'actualité artistique, c'est de quoi on cause dans le poste dans cette émission quand on a un invité artiste qu'on peut cuisiner, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui ne sera probablement pas le cas non plus pour la dernière. Mais on se rattrapera à la rentrée, faites-nous confiance. Voilà, on va maintenant demander à notre technicien préféré, qui est toujours clandestin, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, qui va nous passer... un petit accent qui nous aide un peu. Ouais. Là, il aura du mal à passer
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, la 25e, l'avant-dernière avant les grandes vacances, où nous allons tous partir, pas forcément en vacances, mais en tout cas loin des studios prestigieux de cette radio. Et tout de suite, la citation de Jean et son commentaire, un extrait de recueil, poésie d'Ophélie par Arthur Rimbaud. Voilà, je ne sais pas si vous avez tout compris, il va vous réexpliquer tout ça. La musique, c'était Yves Jamais et Je bois. Ça, c'était un petit clin d'œil pour Juliette, qui viendra nous rendre visite dans l'émission. Pour en septembre. Les alcooliques. Oh non, c'est pas du tout son cas. Mais elle chante cette chanson d'une petite voix fêlée. Enfin, je ne vous dis que ça. Juliette va venir. Pour en revenir, pas Juliette Gréco. Non. Pour en revenir à ton truc de tout à l'heure, là, à ta référence de tout à l'heure, au temps des cerises, avant le massacre, il y avait 30 000 militants anarchistes qui étaient encadrés par 700 flics. Les anarchistes reproduisant moins vite que certains autres, il reste aujourd'hui 700 anarchistes qui sont encadrés par 30 000 flics. Ça veut dire quoi, encadré par les flics? Ça veut dire quoi? Contrôler, encadrer, accompagner, si oui, ou réaccompagner. Mais aussi dans leur vie privée. Bon, non, oui, probablement. donc sur l'écoute, etc., etc. Ah, tout à fait, oui. Ça existe? Bien sûr. Encore? Moi, j'ai vécu ça en Tchécoslovaquie. Ah non, mais en France, ça existe. Mon père, il était dissident, on était sur l'écoute, etc., etc. Et on a appris, comme les enfants, à vraiment vivre d'une façon bizarre, d'une façon de la guerre. Donc, pas parler des choses par téléphone, pas raconter des choses à l'école, etc., etc., etc. Et il y a des gens en France comme ça qui sont obligés d'apprendre ces enfants de vivre comme ça. Peut-être pas encore d'apprendre aux enfants, mais certainement que les adultes ou les jeunes adultes parce que si tu veux, je sais pas si tu es au courant, mais ou t'as zappé peut-être l'info, mais notre camarade Néon de Jardin, comme le nomme très bien Jean, a dans la tête de criminaliser déjà les tout petits enfants, de les faire ah oui, c'est de la graine d'ananas, les petits de 4 ans, il faudrait peut-être aussi les passer les formater. Ah non, mais les contrôler justement, les encadrer et voir s'ils sont pas déviants déjà à 4 ans, ça va pas devenir des. Mais qu'est-ce qu'ils veulent contrôler sur... Tu sais, si tu veux en faire des adhérents UMP, il vaut mieux commencer toi, Igor. Excuse-moi. Non, mais là maintenant je sais pas si c'est deuxième. Nous sommes en démocratie. Je bouffe tout, hein. Non, mais Jean a raison. Oui, j'avais pas capté ce. Bien, Jean. Bon, alors, ta citation peut-être. Alors, à la demande générale du seul, j'en sais rien, notre social traite, qui nous a encore oublié aujourd'hui, un extrait du recueil Poésie d'Arthur Rimbaud, Ophélie. Le poème lui-même date de 1870. Arthur Rimbaud, c'est 1854-1891. Alors c'est difficile de parler d'œuvres de jeunesse quand on parle de Rimbaud, puisqu'il choisira de souffler définitivement sa flamme poétique à l'âge de 21 ans. Il n'a que des œuvres de jeunesse. Il n'a effectivement que des œuvres de jeunesse. Mais celle-là en est une, puisqu'il a 15 ans seulement quand il écrit Ophélie. Voilà. Derrière quelques lourdeurs et maladresses, on voit déjà venir le bateau ivre et poindre l'auteur d'une saison en enfer et des illuminations qui influencera toute la poésie contemporaine. Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte comme un grand lys, flotte très lentement, couchée en ses longs voiles. On entend dans les bois lointains des alalis. Voici plus de 1000 ans que la triste Ophélie passe, fantôme blanc, sur le long fleuve noir. Voici plus de 1000 ans que sa douce folie murmure sa romance à la brise du soir. Le vent baise ses seins et déploie en corolle ses grands voiles bercés mollement par les eaux. Les saules frissonnants pleurent sur son épaule, sur son grand front rêveur s'inclinent les roseaux. Les nénuphars froissés soupirent autour d'elle. Elle éveille parfois dans un aune qui dort quelques nids,
d'où s'échappe un petit frisson d'aile. Un chant mystérieux tombe des astres d'or. Ô pâle Ophélia, belle comme la neige, oui, tu mourus enfant par un fleuve emporté. C'est que les vents tombants des grands monts de Norvège t'avaient parlé tout bas de l'âpre liberté. C'est qu'un souffle tordant ta grande chevelure à ton esprit rêveur portait d'étranges bruits, que ton cœur écoutait le chant de la nature dans les plaintes de l'arbre et les soupirs des nuits. C'est que la voix des mers folles, immense râle, brisait ton sein d'enfant trop humain et trop doux. C'est qu'un matin d'avril, un beau cavalier pâle, un pauvre fou, s'assit muet à tes genoux. Ciel, amour, liberté, quel rêve aux pauvres folles, tu te fondais à lui comme une neige au feu, tes grandes visions étranglaient ta parole, et l'infini terrible effara ton œil bleu. Et le poète dit qu'au rayon des étoiles, tu viens chercher la nuit les fleurs que tu cueillis, et qu'il a vu sur l'eau, couchée en ses longs voiles, la blanche Ophélia, flotter comme un grand lys. Ça, c'est vraiment de la peinture avec des mots. Hein. Ouais, absolument. Il a fait ça quand il avait 15 ans. Eh oui, ça fait mal. Ça, non, mais ça fait rêver. Hein. Ouais, ça fait rêver. Ouais, ça fait rêver, mais en même temps, à 21 ans, il arrête tout. Il était très précoce. Il était précoce dans tout, quoi. Enfin, je sais pas, je l'ai pas connu, mais je pense. Poésie, Une saison en enfer et Illumination sont disponibles en un seul recueil chez Gallimard Folio Classique pour moins de 4 €. Vous pouvez commander le livre à la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Je rappelle le numéro de téléphone de la librairie, 01 48 05 34 08. Où vous pouvez trouver aussi beaucoup de bouquins qui sont absents des rayons des autres librairies, bouquins en art bien sûr, mais pas que. Aussi de la presse un petit peu underground, en art mais pas que non plus, des CD, des DVD. Pas mal de choses, des t-shirts même. Oh ouais, des t-shirts sympas, des tracts, des autocollants, des affiches, tout un tas de produits très intéressants et, je répète, introuvables ailleurs. Vous pouvez aussi vous procurer dans cette librairie Le Monde Libertaire, le magazine anarchiste qui paraît en hebdo avec des articles de fond, des actualités et des cartoons d'une bande de zozos de dessinateurs, pas mal du tout, qui expose en ce moment, et j'ai oublié de noter l'adresse du lieu d'expo, qui dure pas longtemps d'ailleurs, qui devait durer une semaine, donc peut-être que c'est terminé. Et c'est dommage si vous n'avez pas pu y aller. Et il y a aussi donc les éditions du Monde Libertaire, qui publient quelques livres tous les ans, que vous pouvez trouver aussi à la librairie Publico. Et puis, je dois passer une petite annonce aussi concernant la bibliothèque La Rue, située au 10 rue Robert Planquette, métro Blanche, qui est ouverte tous les samedis de 15h30 à 18h. Je répète, uniquement le samedi. Voilà, est-ce qu'on... Ah, tu le répètes bien, c'est comme à la SNCF. Oui. Oui, j'ai peut-être manqué ma vocation, j'aurais pu être DJ à la SNCF. Ah oui, ils font aussi à la RATP quand on prend l'autobus maintenant, avant de partir, quand le chauffeur est encore en train de boire son café, il y a une charmante voix féminine qui vous dit cet autobus rejoint tel point, voilà. C'est bien parce que si un charmante voix il te dit cet autobus vient pas, merci pour votre compréhension, ça fait chier. Hein. Là, mais on entend la voix que quand on est dans l'autobus. Ça, c'est le métro. Hein. Ouais, c'est le métro, oui, bien sûr. Voilà, donc après une pause musicale que notre Igor National va mettre sur le petit appareil qui permet de la transmettre, de l'écouter et de s'en gaver, il y aura une histoire de Jean, et puis la petite histoire parisienne d'Igor.
C'est l'avant-dernière. Après, c'est terminé, mais C'est pas la dernière, pour. c'est la dernière. C'est la dernière. Donc c'est la dernière. Mais Igor pourra toujours vous causer de la rue. Il y a aucun problème. Il en a amassé tellement en 2 ans sur le paveton qu'il y en a encore pour toute la vie pratiquement. Voilà. Bien. Et bien on écoute le nouveau. Et voilà, Igor était en train de nous lutiner. Mais il a rejoint en courant la régie sans se prendre les pieds dans ses baskets, c'est bien. Donc vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub. Et tout de suite avec Jean qui va nous conter une histoire de vie, une histoire d'artiste. La mort d'Ophélie par John. Je lui laisse dire le reste. Par John Everett Millais. En fait, ça se dit Millet. Hein. Millet. Ouais. Je voulais juste dire que la chanson précédente, c'était Françoise Breu avec un Z. Le Françoise s'écrit avec un Z. Françoise Breu, si tu disais. Voilà. Histoire de vie, histoire d'artiste, histoire de chef-d'œuvre. La mort d'Ophélie par John Everett Millais. Alors, la mort d'Ophélie, c'est 1852. John Everett Millais, c'est 1829-1896. Je le connais. Enfant prodige, hein, on en parlait tout à l'heure à propos de Rimbaud. John Everett Millais est admis dès l'âge de 11 ans au cours de la Royal Academy. Je suis en train de passer la mort d'Ophélie. On est chez Rimbaud. Hein, c'est vraiment la poésie de Rimbaud. Une représentation graphique de sa poésie. En 1848, alors qu'il n'a que 19 ans, il fonde avec Dante Gabriel Rossetti et Holman Hunt la confrérie pré-raphaélite. Il va ensuite multiplier les portraits conventionnels, malheureusement. Mais il a laissé derrière lui l'un des tableaux les plus saisissants de l'histoire de la peinture, la mort d'Ophélie donc, tout au moins pour ceux qui, comme moi, ont eu la chance de le voir de près. Dans une eau noire que l'on devine glacée, la belle Ophélie flotte apparemment sans vie, les yeux grands ouverts, les bras à demi levés, au milieu d'une végétation déchaînée. Est-elle morte? Est-elle en train de mourir? Est-elle en train de rêver? Dans l'esthétique, oserais-je dire l'érotique victorienne, la femme est faible, pâle, malade. C'est presque toujours une vierge déchue.
Dans l'esthétique, oserais-je dire l'érotique élisabéthaine ou shakespearienne, l'amour est impossible. Alors, j'ai oublié de préciser que j'ai déjà en fait mis en ligne sur le blog les images de l'émission d'aujourd'hui. Comme ça, si vous vous branchez là, si vous êtes à proximité d'un ordinateur ou si vous nous écoutez par Internet, vous pouvez aller sur le blog de l'émission http://arracaille.blogspot.com. Ouf, j'ai eu peur. Et visualiser en fait les images en même temps que je les décris. Vous imaginez l'émission un peu? Bien qu'ils aient été mis en garde contre l'impossibilité d'un mariage, Ophélie et Hamlet s'aiment d'un amour passionné mais secret. Hamlet les conduit pour accréditer sa propre folie. La mort de son père ajoutée à sa peine de cœur la rendra folle. Elle montera sur une branche de saule, d'un saule pleureur, qui cassera, sera emportée par le courant enchantant et se noiera. Alors seulement, devant le corps sans vie d'Ophélie, Hamlet lui avouera son amour. Le décor du tableau a été peint d'après nature, au bord d'un ruisseau du Surrey pendant l'été et l'automne 1851, au cours d'un séjour que Millais et Hunt faisaient dans une ferme. La végétation composée de saules, d'églantines, de myosotis et de joncs est d'une précision hallucinante. Quand on voit le tableau de près, j'ai oublié les dimensions, mais quand on voit le tableau de près, c'est très très impressionnant, et d'une abondance qui renforce l'impression de tristesse par contraste avec la mort de la jeune femme. Quelle fraîcheur humide, quels vers aquatiques et glauques, quel beau noir d'eau profonde sous les arbres penchés, s'écria Théophile Gautier en découvrant le tableau. La technique qui consistait à ajouter en atelier des personnages sur des fonds peints en extérieur était très répandue chez les pré-raphaélites. L'hiver suivant, en effet, Millet fit poser Élisabeth Sidal, vêtue d'une robe à l'antique, dans une baignoire d'eau uniquement chauffée par des bougies disposées dessous. Autant vous dire que... Bon. La belle Lizzie en contracta une pneumonie et le peintre n'eut d'autre choix pour échapper aux menaces de poursuite judiciaire du père de son père, du père de celle-ci, que de régler les honoraires du médecin. Voilà. Alors ce magnifique tableau est visible à la Tate Gallery de Londres, mais je le répète, si vous allez sur le blog de l'émission, vous pouvez le visualiser. J'en ai mis une reproduction d'une certaine qualité. Voilà. Superbe, Jean, merci beaucoup. Donc vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, Arracaille le 25e, avec Igor, Jean et Roro. Sans invité aujourd'hui, mais avec toujours le même enthousiasme. Et pour confirmer la chose, nous allons faire baisser énormément la température avec la, hélas, dernière petite histoire parisienne d'Igor qui concerne aujourd'hui... Qui concerne les gens qui s'occupent de la santé des sans-abri. Mais on va pas tellement baisser la température parce que là tout à l'heure on avait parlé des morts. Oui, c'est vrai. Oui, là on parle des morts vivants. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. Ça c'est des. Tu en as vu dans tes pérégrinations des Ophélie qui flottaient au fil de la Seine? Non, moi j'ai pas vu. Enfin, j'ai vu plusieurs fois une groupe. Des sauveteurs au bord sur les quais de la Seine. Il y avait des voitures de la police, machin. Enfin, ils étaient en train de sortir quelqu'un. Mais par contre, quand j'étais à la péniche du Caire, j'étais dans la cabine, dans la cahute avec un ami qui il était dépressif déjà parce qu'il avait des problèmes. Un jour, un soir, il rentre, il dit Igor, mais ça c'est la cerise sur le gâteau, sur le McDo, parce que je suis au bord de la Seine. Je pense, je réfléchis, je cherche les issues et tout d'un coup je vois un cadavre juste devant moi qui sort avec les cheveux, tout. C'était une femme avec un long cheveux, etc. Imaginez l'image. Et Fatih, quand il m'a dit ça, je dis putain Fatih, mais
oui, on peut prendre ça comme un signe, on peut prendre ça comme on veut, c'est pas agréable, mais qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, écoute, j'ai cru voir quelqu'un, et je dis à la péniche à côté, écoutez, à côté de Nixnox, il y a une péniche qui s'appelle Nixnox, qui est pas loin de la bibliothèque de François Mitterrand, au bord de Seine. Pas loin de Nixnox, il y a un cadavre qui est sorti de là. Et puis le mec, il a tout laissé tomber. On va voir, il n'y a plus de cadavre. C'est pratique, il m'a raconté ça. Alors je dis, mais qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Je me suis dit, je suis devenu fou. Il n'y avait pas de cadavres, moi je vois des cadavres partout, etc. Donc je me déplace. Et puis je me déplace vers 100 mètres plus loin, et puis le même cadavre est sorti. Et c'est vrai, je vous assure. C'est Razi qui m'a dit ça. En tous les cas, il m'a dit, et je le crois parce que c'est quelqu'un qui ment pas. C'est vraiment quelqu'un qui... Il était tout cassé, tout ça. Moi je dis, Fatih, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a rien à dire, putain, t'as pas de bol. Donc, j'ai pas vu des cadavres dans la Seine, mais j'ai entendu parler. Donc, on revient à des choses plus gaies, on revient aux cadavres vivants, comme dit Robert. Donc, il y a quand même, une chose importante que des gens savent peut-être pas forcément, que quand on vit dans la rue, on veut vivre. Déjà, au départ, il faut être capable, en état de vivre. Donc, il faut avoir au moins la santé de base fonctionnelle, quoi. Donc, je parle pas des dents. Parce que des dents, les sans-abri, ils n'ont pas de dents parce que moi, je pense personnellement que c'est surtout irresponsable de leur part. C'est pas parce qu'ils peuvent pas se les soigner. On peut se les soigner gratuits, etc., mais bon, ça c'est mes copains, ils préfèrent aller chez l'épicier acheter une bouteille du vin comme aller chez un dentiste. Bon, vous comprenez pourquoi ils ont des dents pourries après. Donc les dents, mais il y a la santé de base qu'il faut qu'elle soit assez soignée. Donc qui c'est qui s'occupe de ça? Parce qu'un sans-abri, est-ce que vous avez déjà vu un sans-abri dans une salle d'attente chez un médecin? Non, jamais. Mais est-ce que les médecins les acceptent? Les médecins, moi je ne peux pas dire, parce que je n'étais pas témoin. Oui, bien sûr. De vous dire que non, ils les acceptent. Moi, je suis persuadé qu'ils les acceptent. Ouais. La question est plutôt, est-ce que on les acceptera dans les salles d'attente? Dans les salles d'attente. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Ouais. Parce que c'est pas le médecin. Non. C'est surtout des petits bourgeois qui attendent dans ces salles-là. Et un signe de reconnaissance d'un sans-abri, c'est qu'il pue. Oui. Déjà, c'est pas très agréable, etc. J'en ai pas vu. Moi, j'essayais tout, à partir de 10 mois, pendant les premiers 10 mois dans la rue, je suis allé à gauche, à droite pour essayer de me soigner, mais à partir de ce moment-là, que j'ai vu qu'il y a un système, j'ai eu ma carte vitale, j'essaie toujours de me soigner comme les autres. Donc, aller attendre, aller voir un médecin, etc. Donc, j'ai pas vu. Mais il y a l'hôpital public quand même, non, aux urgences des hôpitaux. Oui, mais tous les médecins, ils peuvent accepter. Moi, personnellement, ce que je peux vous dire, ce qu'on n'accepte pas, mais ça touche les Français standards, un citoyen standard, pareil, comme un sans-abri, c'est que si vous voulez aller avec CMU, vous soigner chez un spécialiste cardio, il vous prend pas. Oui. D'accord. Voilà. Ça c'est aussi un thème que j'ai vu avec mes médecins avec qui je suis devenu ami au long de ces années-là, les médecins généralistes qui me traitent depuis, et ils m'ont dit c'est terrible, c'est honteux. Mais on sait que
que c'est comme ça. Malheureusement, on peut rien faire. Il vous dit non, j'ai pas de place. Mais moi, j'ai vécu une chose. Je suis venu en France il y a 3 ans, il y a 3 ans et demi avec la tension. Et du moment que j'ai eu ma carte vitale 10 mois après mon arrivée en France, je suis allé voir un spécialiste et la secrétaire médicale avec les bras ouverts, elle me dit écoutez, bien sûr, nous on prend, parce que c'était un spécialiste, professeur, machin truc, etc. C'était marqué sur le panneau d'entrée. Et j'ai dit vous savez, j'étais traité pour ma tension, mon père il est mort parce que il avait ce problème là, etc. Ah oui, non, mais il faut que vous venez, il faut que, etc. Bon, je vous inscris et tout. Elle a fait tout. Je sortis mon attestation CMU et elle m'a dit mais vous savez, j'ai pas remarqué, on n'a pas de la place. Non mais il vous humilie. C'est pas que et puis je peux vous dire ça s'est passé dans un cabinet d'un grand spécialiste à la Nation, dans le quartier de la Nation, pour des gens qui éventuellement peuvent. Moi, je vais pas dire son nom parce que j'en ai rien à foutre des minables comme ça. Il peut être professeur de tout ce qu'il veut, mais si on arrive jusqu'à tel point qu'on enregistre un mec, et dès qu'il sort son attestation, on lui fait comprendre que non. Ouais. Alors ça c'est nul, ça. Mais ça je suis d'accord avec toi, Igor. Donc moi j'ai remarqué des autres. J'ai remarqué des médecins bénévoles qui me font frissonner parce que c'est des gens qui vous donnent tout. C'est des gens qui ont juré après la fac et ils vivent comme ça. Ils ont juré qu'ils vont aider. Ils font. Les autres, mais les Français les connaissent aussi. C'est pas les autres, ils font des business. Les autres, c'est des businessmen, ça c'est vrai. Donc, pour introduction, j'ai une maladie héréditaire qui est la migraine. C'est ma mère qui a la migraine, ma grand-mère qui avait la migraine, donc moi j'ai hérité ça. Et des gens qui ont la migraine, ils savent que c'est terrible. C'est quelque chose qui est difficile à vivre. Et moi, je suis arrivé comme ça en France. Je me suis retrouvé dans la rue sans aucune couverture, maladie, etc., avec mes migraines. Donc j'ai vécu des mois terribles. Et c'est le problème, c'est que pour soigner la migraine, là maintenant il y a des nouveaux médicaments, ils sont très chers ces médicaments. Les médicaments pour soigner les crises de migraine, genre Immigrant, Almogran, et là il y a 6 cachets de ces médicaments qui coûtent 30 €. Donc c'est cher. Et moi je me suis dit de toute façon je ne peux pas acheter dans une pharmacie, etc. Et je me suis dit de toute façon, au début je me suis dit de toute façon je vais mourir, donc je m'en fous, etc. Et je me suis retrouvé, et c'est pas une, pas 2 fois, mais 5-6 fois aux urgences, dans un état terrible. Où la deuxième fois quand je suis retrouvé, quand j'étais encore à la rue, ils m'ont fait ponction lombaire pour savoir si j'ai pas un méningite, un truc comme ça, parce que j'arrivais pas à bouger la tête, tout ça. C'était terrible. Imaginez ce que j'ai vécu quand j'ai entendu parler des médecins du monde. Je me suis dit, mince, mais c'est des médecins, ils disent qu'on a besoin de rien, on peut aller voir ces médecins-là. Et là, je vais vous dire une chose, je suis allé à Parmentier parce que le centre des médecins du monde, c'est des bénévoles. Il se trouve à avenue Parmentier, dans le 11e arrondissement. Il m'ouvre, il y avait du monde, il y avait du monde de tout le monde entier, de toutes les couleurs, etc. Donc, chez Médecins du Monde, vous pouvez avoir un duvet, vous pouvez avoir un conseil, même vous pouvez avoir des médicaments.
je suis venu avec des douleurs terribles. Ils m'ont écouté et puis je dis mais de toute façon ces médicaments coûtent cher. J'ai demandé à un médecin dans les associations, ils disent que j'ai pas de couverture maladie, il faut que je le fasse. Donc il me faut quelques temps, un mois, 2 mois. Mais d'ici là, qu'est-ce que croyez-moi qu'ils ont sorti ce médicament-là. Là, ils me l'ont donné, ils m'ont dit, si vous l'aurez plus, vous venez nous voir. Ça, encore une fois, je dis, ils m'ont sauvé la vie, parce que avec une migraine terrible, on peut devenir fou, hein. Ça c'est certain. Donc, mon 20e histoire parisienne, c'est l'hommage à cette association qui s'appelle les Médecins du Monde. Donc, l'histoire s'appelle Meilleurs copains, en pluriel. Ça se passe dans le 11e arrondissement, quartier de l'avenue Parmentier. Je sais maintenant pourquoi le monde entier regarde Paris avec la jalousie. C'est pas à cause de la Tour Eiffel, c'est pas à cause du Louvre, c'est pas non plus à cause du Crazy Horse, à cause de la bouffe. Non, c'est à cause de l'avenue Parmentier. Là-bas, il y a le cœur de tous les médecins du monde. Le principe est simple. Tous les médecins qui vivent sur notre terre et qui se trouvent actuellement en Afrique, en Amérique, en Asie ou au pôle Nord sont obligatoirement membres d'une association qui supervise leur action sur tout le globe. Cette association, elle s'appelle Médecins du Monde. Elle est très respectée car c'est la seule association du genre au monde. Et qui en profite le plus en France? C'est nous, les sans-abri. Imaginez, un gars de la rue vient à Parmentier au centre des Médecins du Monde et un des meilleurs spécialistes s'occupe de lui. Et pourquoi c'est une élite? Car ils ont un principe. De tous ces génies de la médecine, certains restent à Parmentier pendant que les autres voyagent au bout du monde pour aider le reste de l'humanité. Ces médecins, ils sont très proches de ceux qui soignent. Et croyez-moi, ils ont la connaissance et la conscience de la misère. Le célèbre insigne rouge sur certains de leurs véhicules ou de leurs bâtiments rassure les miséreux qui vivent dans les parcs. Parfois, leur aide vient trop tard, mais ces bénévoles font leur maximum et surtout, tout avec la rapidité. Nous, les sans-abri parisiens, nous sommes très fiers d'avoir les copains comme les Médecins du Monde. Merci Jean. Merci Igor. Là, je perds la boule, moi, avec les histoires d'Igor. Ça me... Ouais, je te rassure, c'était la dernière. non, écoute, James Bond, il recommence il font de nouveaux films avec les premiers romans, puisqu'ils les ont tous exploités. Donc toi, tu vas faire pareil. Oui. Tu reviendras avec ta première petite histoire. Ouais. Non, mais d'abord, il faut que je survive. Ensuite, on verra. Non, mais il a de la matière pour en écrire encore pas mal, quoi, je pense. Je sais pas si tu continueras à en écrire. Oui, et ça continue parce que en amont, j'ai commencé un nouveau petit livre qui s'appelle Les Barbus. L'histoire est très simple. Il y a une nouvelle bactérie qui s'est développée. C'est une bactérie qui s'est développée dans les usines des rasoirs. Je ne vais pas dire maintenant les fabricants, etc. Mais c'est dans ces usines-là où ils fabriquent des rasoirs, cette bactérie a tout simplement resté sur les rasoirs. Donc, dans tout le monde entier, des gens qui ont acheté ces rasoirs, donc toutes les rasoirs, et ils se sont rasés, les hommes sont morts. Hein? Ouais. Donc, qui a resté sur la terre? Que des femmes et des barbus. Des sans-abri qui se rasent pas. Et c'est le livre que j'ai écrit, c'est le livre sur le monde où des sans-abri dirigent le monde. Ah, vous allez rire. Hein. Robert, ça n'a pas l'air du tout de l'inquiéter. Hein. Les barbus, ça lui va. C'est moi qui ai...
Merci. Tu devrais avoir les boules. Tu peux toujours te laisser passer la barbe. Oui. Une barbe de chinois. Une barbe de chinois, oui. Bien, tu nous mets un peu de musique, Igor. Et parce que on a un petit peu de temps. Voilà, c'est parti. Oui. Radio Libertaire, oui, c'est Radio Libertaire. Je viens de voir le feu rouge s'allumer et comme d'habitude, je grille tous les feux rouges. Donc, j'ai grillé celui-là aussi. La voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Raquel 25. Avec tout de suite notre grandisseur Jean qui va vous causer dans le poste d'un autre roast-beef. La ZIC, c'était Sniff and Tears, Driver's Seat. Ah, une chanson anglaise. Histoire de vie, histoire d'artiste, histoire de peintre. Oui, c'est vrai qu'on est en Angleterre aujourd'hui. Dante Gabriel Rossetti. Rossetti, c'est 1828-1882.
Fils d'un immigrant italien, Dante Gabriel Rossetti ne mit jamais les pieds en Italie. Ça, c'est un avantage que j'ai sur lui, toi aussi sans doute. Oui. Les rares fois où il quitta son Angleterre natale, ce fut pour de brefs voyages en France et en Belgique. Sa première œuvre d'importance est signée des initiales de la confrérie pré-raphaélite qu'il avait fondée avec Holman Hunt et John Everett Millais, dont nous avons parlé tout à l'heure. Puis il passe à une pénible transposition allégorique de motifs plagiés chez Botticelli, et rien ne laisse présager le dessinateur et le poète qu'il deviendra. Il se lie aussi avec Edward Burne-Jones et William Morris. Il s'éloigne des pré-raphaélites par son goût de l'aquarelle et d'un certain vague à l'âme plus proche des romantiques, et devient le chef de file d'un groupe que rejoignent Swinburne et Whistler, qui prétend que l'art est indépendant de la morale. On est assez d'accord avec lui, hein. Ah oui, tout à fait. À l'âge de 22 ans, il avait rencontré Elisabeth Siddal, dont il était tombé fou amoureux, au point de faire des centaines de dessins d'elle. Mais il semble qu'elle le contraignait à une relation toute platonique. La vache. Ah, c'est dégueulasse, hein. Ah oui. Ah, ces femmes, nom de Dieu. Elle était très souvent malade et faisait de fréquents séjours, hein, il faut dire aussi, quand même, dans des stations balnéaires où Rossetti la rejoignait le plus souvent possible, mais toujours pour la dessiner, hein. Les dessins la représentant sont à l'évidence exécutés rapidement, d'une main fiévreuse, tous différents les uns des autres par la technique utilisée et par le degré d'achèvement. Très peu furent en fait utilisés pour des tableaux. Elisabeth Siddal est généralement représentée en train de se reposer dans un fauteuil, un livre à la main et soutenue par des coussins. Quand elle est représentée debout, elle s'appuie toujours sur un meuble. La lumière tamisée est traitée avec une grande sensibilité. On peut dire de ces dessins d'après-nature, exécutés par amour, qu'ils sont la part d'œuvre la plus profondément sentie et aboutie de Rossetti. En 1860, après 10 ans de cours intensives, Elisabeth accepte enfin d'épouser Dante Gabriel. Mais toujours, elle l'épouse platoniquement? Non, elle est... Ouais, mais justement, je me suis... Mais je suis désolé, Robert, elle aurait peut-être mieux fait de continuer. Parce qu'elle donne quelque temps après naissance à un enfant mort-né. Pour soigner la dépression, la terrible dépression qui s'ensuit, les médecins lui prescrivent en quantité du laudanum qui finit par provoquer une overdose mortelle. C'est-à-dire qu'elle meurt 2 ans plus tard, enfin. C'est quoi le laudanum? Du laudanum, c'est un tranquillisant, c'est un antidouleur. C'est une drogue, quoi. Antidépresseur, oui, c'est une vraie drogue. Excuse-moi, il a fait en feutre ou en quoi ce dessin? Non, ça c'est de la mine de plomb, ça. D'accord. Ce dessin, il va être aussi sur le blog. Oui, je vais mettre ce dessin sur le blog, parce que c'est vraiment un portrait d'elle et bon. On imagine très bien, enfin, avec la beauté qu'elle avait. Il est fantastique, ce dessin. Ouais. Voilà. Fou de douleur, Rossetti plaça ses recueils de poèmes dans le cercueil de sa femme et la fit enterrer avec. Voilà. Elisabeth Siddal, qui est aussi celle qui a posé dans la baignoire d'eau pour John Everett Millais pour son portrait d'Ophélie, la mort d'Ophélie au fil de... Exactement, c'est elle qui a attrapé une pneumo. De là à penser que c'est à cause de ce crétin qu'elle était ensuite tout le temps malade. Enfin, je sais pas. Bon. Voilà, mais ça se finit moins bien que ça a commencé, hein. Après un deuil affligé de 7 ans quand même, il tomba amoureux de Jane Morris, la femme de son ami William, dont nous allons parler tout à l'heure, la fit poser pour lui et fit exhumer Elisabeth pour récupérer ses poèmes et les publier. Alors, ce qui lui vaudra peut-être ce jugement assez sévère de Chesterton. Elle a été enterrée avec ses poèmes. Il avait fait enterrer sa femme avec ses poèmes, il les avait placés dans le cercueil. Ah, d'accord. Voilà. Ouais. 7 ans après, tombant amoureux d'une autre femme, bon. Ouais, il faut être... Pour faire des choses pareilles, il faut être décidé, hein, bien décidé. Ouais. Je suppose que c'est pas lui qui a exhumé le corps, hein. Ouais. Ce qui lui vaudra peut-être ce jugement assez sévère de Chesterton, Rossetti fut un homme remarquable en toutes choses, mais ne réussit dans aucun art. S'il avait réussi, on n'en aurait sans doute jamais entendu parler. C'est intéressant. Il ne doit son succès qu'à ses demi-réussites. C'est assez terrible, hein. Bon. D'Elisabeth Siddal, donc, outre les dessins évoqués, il nous reste le magnifique Ophélie de Millais, hein, pour lequel elle avait posé, avant de devenir le modèle exclusif de Rossetti. Tout ça, hein, comme d'hab, sur le blog de l'émission.
http://arakai.blogspot.com. Et je voudrais ajouter un petit commentaire au commentaire en disant, peut-être que je me plante, que le visage de cette meuf me rappelle étrangement celui d'une photo de Géraldine Alibeu que nous avons reçue ici. Ah oui. Ah, tout à fait. Ouais. Donc Géraldine, attention au baignoire. Hein. Oui, attention baignoire, Géraldine. Et continue dans le platonisme intensif. Oui, il faut pas exagérer non plus, Géraldine. Non, mais c'est pas faux. Hein. Hein, C'est pas faux. Non. Pas faux du tout. Bien. Donc, on peut continuer sur Radio Libertaire. On en a encore pour une demi-heure, avec heureusement Jean qui n'a blabla vraisemblable. On met la musique ou Oui, un peu de musique de Jean. Musique. Une musique choisie par Jean. Aujourd'hui, on est gâtés. Ouais, je suis un peu envahissant aujourd'hui. Non, pas du Mais tout, Jean. bon. Non, on aime bien être envahi comme ça. Là. Si tous les envahisseurs étaient comme toi, on se porterait beaucoup mieux. La voix de la fédération anarchiste, gonflée par les keufs, sans Dieu, sans maître, sans pub, et tant mieux pourvu que ça dure. Enfin, sans Dieu, sans maître, sans pub, oui, mais est-ce qu'on aura encore le droit d'émettre dans quelques mois, ou dans quelques jours, ou dans quelques heures? Ça, on n'en sait rien.
On est, comme vous le savez tous, dans un régime qui tend de plus en plus vers la restriction de toutes les libertés. La dernière en date, c'est quoi déjà? Je me souviens, il y a un truc que j'ai relevé sur le net, l'interdiction. Ça a un rapport avec quoi déjà? Ils ont un décret. Ah oui, le décret anti-cagoule. Il y a un décret qui a été voté, toujours probablement la nuit, par deux, trois députés, qui interdit le port. Mais tu as parlé déjà de ça, je crois qu'il y a quelques mois. Ça y est, là. Tu as dit que c'était surtout ici, on n'a pas à l'antenne, on a parlé de ça, et c'était surtout un problème pour des banlieusards en hiver. Oui, tout à fait. Oui, mais là, c'est même le problème. Si tu veux, c'est parce que c'est anti-cagoule, mais en réalité, c'est anti-camouflement, c'est le terme de la figure. Parce que si tu mets un masque de Sarkozy, par exemple, c'est pareil. T'auras pas. Et les amendes, c'est de 1500 € d'amende. Vous imaginez? Si tu mets un masque de Mickey. Ah bah pareil, encore pire. Ah oui, peut-être un masque d'Obama. Les cagoules en hiver, c'était une blague, hein, mais bon. Non, mais oui, bien sûr que c'était une blague. Qui sait ce que c'est que d'être dehors. Mais tu sais, moi, je suis comme un gamin. Tu dis quelque chose, je répète. Non, mais toi, tu sais ce que c'est. Alors voilà, le décret anti-cagoule. Ça n'a pas de prix. Et la dernière manif, là, celle du 21 juin contre toutes ces lois liberticides qui a eu lieu donc à Paris, la Fontaine des Innocents, à l'initiative de la fédération anarchiste de Scalp et de la CNT, d'ailleurs trois organisations proches de la FA. Eh bien, il paraît qu'il y avait un nombre anormal de gens cagoulés. Et je pensais... J'aime bien anormal. Et je pensais dans ma petite tête de piaf que les prochaines manifs, il faudrait que ça soit plus anormal, mais que ça soit normal que tout le monde soit cagoulé. Bah oui, je pense que les fabricants de cagoules se frottent les mains. Exactement, parce que si fabricants des tentes quechua pourrait faire sa carrière sur le dos des sans-abri, et c'était tout truqué. Ça on sait, le canal Saint-Martin, tout ça. Tu viens de donner une idée. Ah oui, mais... La tente quechua pour la tête, tu sais, mais uniquement pour tête. Mais tu sais, les fabricants, ils trouvent, excusez-moi pour le mot, toujours un moyen de s'enrichir. Et tu crois que les fabricants de cagoules, c'est un lobby qui a influencé le vote des députés? Oui, s'ils écoutent Araka, ils vont le faire. On ne devrait pas donner des idées comme ça. Mais bon. Gratuit. La musique qu'on a entendue là, c'était Steppenwolf, Born to be Wild. Alors c'est, pour les amateurs, hein, c'est une petite partie de la bande son d'Easy Rider. Et d'ailleurs le nom du groupe, hein, Steppenwolf, c'est tiré d'un livre d'Hermann Hesse, qui est une des bibles des marcheurs d'étoiles et autres tailleurs de route ou clochards célestes. Hein. Hermann Hesse, Steppenwolf. Histoire de vie, histoire d'artiste, histoire d'architecte, dessinateur, peintre, poète, n'en jetez plus, la cour est pleine, j'en passe, c'est les meilleurs. Eh oui, mais c'était quelqu'un, hein, William Morris. Morris, c'est 1834-1896. Alors il est presque inconnu en France, je dirais même presque totalement inconnu, mais c'est l'une des personnalités les plus influentes du XXe siècle en Angleterre. Il est célèbre à la fois pour ses œuvres littéraires, son activisme politique, sa défense de l'environnement et surtout ses créations dans le domaine des arts décoratifs. Tout ça est assez pluridisciplinaire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ses amis Edward Burne-Jones et Dante Gabriel Rossetti, vous voyez comment je ferme la boucle aujourd'hui, fondateurs de la confrérie préraphaélite, le convaincront de se lancer dans la peinture, mais il ne peindra qu'une seule toile, la Reine Guenièvre. Portrait de Jane Barden, qu'il épousera peu après, lui donnera 2 enfants et qui sera le modèle des dernières années de Rossetti. C'est tout à fait Ophélie. Eh oui, mais c'est l'autre femme, mais elles se ressemblaient énormément toutes les deux. Hein. C'est assez amusant. Bon, on se refait pas comme ça. Hein. À l'âge de 4 ans, Maurice a déjà lu tous les romans de Walter Scott, hein. À nouveau Les Enfants prodiges. Sa santé délicate contraint ses parents à s'installer à la campagne. Vêtu d'une panoplie de chevaliers du Moyen-Âge, le jeune William se promène à cheval dans la forêt.
observe la nature et apprend à reconnaître les différentes espèces d'oiseaux rien qu'à leur vol. Pas évident, hein. Certains de ses ouvrages, comme The Wood Beyond the World, sont d'ailleurs considérés comme les romans fondateurs de l'heroic fantasy, ayant influencé par exemple toute l'œuvre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. En 1884, William Morris fonde la Ligue socialiste et parcourt la Grande-Bretagne en tant qu'activiste, alternant conférences et discours. Il avait la santé, hein. Il a une, je sais pas si pourrais mettre ça sur le blog, il avait une très très belle tête de lion, un peu à la Jaurès, en plus broussailleuse, je dirais, hein. Il prône l'amélioration de la qualité de vie de la classe ouvrière grâce à l'éducation et les loisirs, et en particulier l'enseignement des arts appliqués. Il considérait la guerre entre le capital et le travail comme le sujet essentiel de toute réflexion sur la société contemporaine et s'insurgeait contre les Philistins qui rendaient impossible l'épanouissement de l'art dans un système capitaliste basé uniquement sur le profit. Ce qui ne l'empêchera pas de fonder la firme Morris & Co., une compagnie, je sais pas, ça, je pense qu'elle existe toujours aujourd'hui, qui acquérera rapidement une excellente réputation dans la fabrication de vitraux et la production de papier peint et de textiles, et dont la production s'étendra jusqu'à l'architecture, à l'orfèvrerie, aux arts de la métallurgie et à la typographie. Il a aussi créé une quantité de typographie gothique, ça c'est impressionnant. Il apparaît aujourd'hui comme le grand initiateur des mouvements des mouvements Art and Craft en Angleterre et de la mouvance Art Nouveau en France et en Belgique. Et oui, là aussi c'est lui. Il milita également pour défendre l'idée que la restauration était une perte d'authenticité pour les œuvres et fonda la Société pour la protection des monuments anciens qui existe encore aujourd'hui et s'attache au respect des bâtiments en tant que document historique. C'est marrant ça, la non-restauration, hein. C'est un concept assez intéressant. Très contemporain. Ouais. C'est très contemporain encore comme concept. Mais comme ces idées d'ailleurs sur l'éducation, etc., pour essayer justement de donner aux gens un peu plus d'air. Ah ben tu vois, une association comme l'Ami de Pain, elle est tout à fait dans une mouvance comme ça, hein, on les salue au passage. C'était aussi un antisexiste et un écologiste radical dont les thèses continuent d'inspirer l'ultra-gauche européenne. C'est rigolo, hein, mais en France... Est-ce qu'il y a encore une ultra-gauche européenne, en fait? Et là est la question. Voilà. Hein, je ne parle pas du facteur de Neuneu. Hein. Non, justement. On va dire que c'est plutôt notre ultra-gauche à nous. Hein. Oui. À sa mort, quand on demanda au médecin qui avait constaté le décès s'il en connaissait les causes, celui-ci répondit « Il est mort d'avoir été William Morris, un homme d'une énergie hors du commun et d'une créativité sans limite. » Il est mort à quel âge? 1896 moins 1834, ça nous fait 62 ans. C'est pas très très vieux, mais c'est vrai qu'il s'était beaucoup donné. Dis-moi, pour la première image que tu as commentée, est-ce que vous avez remarqué ses jambes énormes par rapport à ses hanches? Elle a très très longues jambes, cette fille. C'est un gréco, quoi. Et regarde, et remarquez derrière le lit, si c'est son lit à elle, elle est trop petite. Non, mais... Ah, t'es merveilleux. C'est peut-être pour ça qu'il s'est arrêté là, d'ailleurs. C'est son unique tableau. Ce qui me gêne un peu dans ce travail, c'est la rigidité. Ça manque vraiment de... Oui, mais je pense qu'il a compris que c'était pas son truc. Et moi, j'ai l'impression que c'est pas fini, ce tableau, parce que regarde derrière le petit bonhomme avec la harpe. C'est comme s'il n'est pas fini, je sais pas. Mais regarde le travail qu'il y a. Là, vous pouvez le voir à nouveau aussi sur le blog. Hein. Il suffit de cliquer en fait sur William Morris, le nom, et puis vous arrivez directement sur la toile de la Reine Guenièvre. Ce qui est particulièrement intéressant dans le tableau sont les motifs des tissus. Des papiers qu'il y a au mur, tout ça. Non, mais c'est très travaillé. Ça fait Matisse, hein. Ça fait fauvisme. Qui indique la vraie nature de sa vocation. En fait, il a compris quelle était la nature de sa vocation en faisant ce tableau. Parce que là, la tapisserie qui elle est accessible sur le blog avec le lien Morris & Co. Là, on voit effectivement
Et je sais pas si c'est pas de cette époque-là que là, parce que je sais qu'en Angleterre, il y a vraiment une industrie florissante du papier d'emballage cadeau, de la carte de vœux, etc. Et si ça vient pas de... Arts and Crafts, Ouais, c'est voilà, tout c'est ça ça, est inspiré de William Morris. Mais bon, même les Anglais ne savent vraiment en fait ce qu'il leur a apporté que depuis les années 90. Hein. Ah d'accord. Ouais. Ok. C'est-à-dire que ça a mis très longtemps, et puis là, il est reconnu vraiment comme une des influences plus importantes. Ouais, son engagement politique est vraiment intéressant. Parce que, ça fait plaisir, ça nous fait plaisir. Ah oui, tout à fait, ouais, absolument. Bien, c'était pas un libertarien. Voilà, son art n'était pas engagé du tout. Voilà, ça rejoint tout un tas de. Mais lui, c'était un citoyen hyper engagé. Ça rejoint encore les discussions qu'on a pu avoir. Quand on voit ces tapisseries, j'en mettrai une en ligne. Donc, comme je le dis, on est dans la déco, dans l'onirisme, absolument pas dans l'engagement politique. Non, pas du tout. Mais une exécution intéressante. Voilà, pas tout confondre. Non. Merci William Morris. Merci Jean. De nous avoir fait approcher ce génie. Musique, Igor, bien sûr, Igor. On a encore 10 minutes à
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, le studio, on peut vous donner le numéro de téléphone comme c'est la fin de l'émission, on ne sera pas dérangé, 01 43 71 89 40, merci beaucoup. Et avant les expos de Jean, je voudrais dire un tout petit mot, une dédicace spéciale Denise, qui est une charmante dame qui nous sert nos cafés allongés tous les mardis matins, à l'artiste à côté, et qui mardi dernier était un peu lasse de subir les lazzi et les colibés de quelques beaufs qui viennent manger leur pâté à l'artiste, qui, parce qu'ils payent 3 thunes pour ça, se croient autorisés de traiter les gens qui font le service, qui est un métier pas très rigolo déjà, de les traiter d'une manière, comment on pourrait dire ça, méprisante. Oh oui. Oui, c'est ça. Alors qu'ils fassent gaffe à leurs dents, parce qu'on pourrait leur faire sauter. Si tu nous écoutes. On espère surtout qu'il n'y a pas d'animateur de Radio Libertaire dans le tas. Hein. Ouais, c'est ça, oui, parce que s'il y en a dans le tas, alors là, qu'il fasse non seulement gaffe à ses dents, mais aussi à ses côtes et à son prose. Merci Denise, en tout cas, d'avoir ce si gentil sourire quand on vient te pomper l'air pour boire un café allongé. La ZIC, c'était Peter Tosh, une version, on va dire, reggae et ganja de Johnny B. Good, de Chuck Berry. Non, Chuck Berry, pardon. Je confondais avec un des musiciens du groupe Au Bonheur des Dames qui s'appelait Chick Berry, mais ça, c'était un clin d'œil. Voilà. Chick Berry, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Ouais, c'était assez bien trouvé. Bien trouvé. Alors les expos, ah oui, je voulais aussi dire que cette idée de mettre avant l'émission en fait les images en ligne, c'est une idée de mon ami Antoine que je salue au passage. Merci Antoine. Et que toute l'émission remercie Antoine d'ailleurs qui nous rendra visite. Hein, Ah Antoine, on compte sur toi Antoine. Antoine qui fait son timide, mais bon. Oui, c'est vrai, parce que là, il répond pas. Hein. Là, il se planque. Et puis, je salue aussi Fatih, au cas où il serait lui-même à l'écoute. C'est bon. Voilà, toute ma jeunesse professionnelle. Alors, les expos à ne pas manquer. La fabrique du portrait, Rodin face à ses modèles. Hein. C'est pas mal, on a pas mal parlé de portraits aujourd'hui, et surtout de modèles. Au musée Rodin, hein, 79 rue de Varennes, dans le 7e arrondissement de Paris. Superbe musée. Superbe musée. C'est jusqu'au 23 août. Modelés dans la terre même, les visages de Baudelaire, Clémenceau, Balzac, Camille Claudel ou encore Victor Hugo côtoient celui du bourgeois de la fin du 19e siècle, j'allais dire du 20e siècle, le pauvre Radin, du 19e siècle. À cette occasion, le musée a sorti de ses réserves de nombreuses pièces restaurées, dont certaines sont montrées au public pour la première fois. Face à son portrait, Clémenceau déclara « Ce n'est pas moi ». Gros con. Oh non, le tigre, enfin. Oh, le tigre, le greffier, oui. Clémenceau se voit dans la réalité. Je le vois dans sa légende, rétorqua Rodin. Bien, Rodin. Je ne peux pas le piffer non plus, mais là, oui. Hypnose, image et inconscient en Europe. Ça couvre les années 1900 à 1949. Au musée d'art moderne, 1 allée du musée 59 650 Villeneuve d'Ascq. Ça, c'est pour faire plaisir à MCB. À MCB, oui. Marie-Christine Béguet qui me demande de travailler encore un peu plus parce que je trouve que je bosse pas assez. Salut Marie, merci pour ton estampe. Oui, non, on est en train de l'engueuler là. Elle trouve que je bosse pas assez pour cette émission. Ouais, non, mais les provinciaux, hein, la tasse. Hein. Alors, je suis désolé, hein, c'est dans le Nord parce que dans ton coin, Marie-Christine, j'ai rien trouvé d'intéressant. Bisous. Ou alors peut-être que non mais c'est des kiakou, tu pourrais nous en faire. Oui. Ah bah oui, j'avais pensé à ça. Au lieu de rouspéter, qu'elle nous envoie des adresses, des dates d'expo, qu'elle aille les visiter et qu'elle nous en fasse un commentaire. Absolument. Et on mettra tout ça sur le blog également. Et voilà. Alors c'est donc à Villeneuve d'Ascq jusqu'au 12 juillet. Là, il faut se manier un petit peu. 300 pour Marie-Christine, ça fait un sacré voyage. Hein. Oui, c'est vrai. Il faut qu'elle passe par Paris. Et vit dans la bouteille.
350 œuvres de 60 artistes européens de diverses disciplines, peinture, dessin, sculpture, cinéma et littérature, pour explorer la rencontre entre inconscient et modernité. Voilà, ça a l'air très intéressant. Je ne l'ai pas vu. Hein. En plus, il faut que j'aille en province. Ouais, mais non, c'est bon. Voilà, bisous Marie-Christine. Bon, et bisous aussi à tous les auditeurs. C'est la fin de l'émission. On se tire à mardi prochain pour la dernière. Oui, avant de passer la musique, au revoir. Allez, salut à tous. Le temps